la situation, elle va... La situation de départ et la question qui permet de rentrer va frapper dans la mesure où elle va être construite pour mettre en difficulté un certain nombre de représentations que l'on sait présentes dans la tête d'un certain nombre d'élèves. C'est une représentation d'ailleurs qui peuvent être tout à fait diverses. Et du coup, elle va souvent se présenter comme une question demandant aux élèves de faire, tout seul ou en petit groupe, une anticipation argumentée sur quelque chose qui va se produire. C'est-à-dire, si on fait ça, ou si on se place dans tel cas, que va-t-on observer? Mais avant d'observer, que va-t-on observer? Que va-t-on voir? Et pourquoi? C'est en général le genre de question qu'on pose. Anticipation argumentée. Enfin, chez nous, en tout cas, on rentre souvent comme ça. L'intérêt de l'anticipation, c'est de faire jouer à fond la prévision. Autrement dit, on demande aux élèves d'utiliser leur connaissance, au sens large du terme, y compris des erreurs, donc, comme modèle, comme théorie interprétative d'un événement à produire. Et en général, on choisit une situation qui a beaucoup de sens pour les enfants, pour les élèves. Donc il ne faut pas non plus que les situations soient trop extérieures à leur champ de questionnement. Sinon, ça devient une question de prof qui intéresse les élèves attendent que la réponse arrive, quoi. Il faut donc trouver une question de départ qui est une question qui soit très chargée de sens pour les élèves, et ensuite que les élèves s'impliquent. Donc c'est tout le problème de la dévolution, que les élèves s'impliquent, qu'il y ait des enjeux, et que les élèves cherchent s'impliquent dans la discussion, voire en tout petit groupe, parce que c'est pas toujours facile de discuter à 35. Donc mettre les élèves par petits groupes. Souvent d'ailleurs, c'est des groupes de 3 ou 4, pas plus, pas moins non plus, parce que c'est pauvre. La discussion avec 2, c'est toujours très pauvre. Donc voilà, et on va jouer à fond, au moins au départ, sur la production d'une anticipation argumentée. Si on fait ça, nous on pense qu'il va se passer ça, et il va se passer ça pour telle et telle et telle raison. Et c'est là où, quand ça va être formulé, ça, les autres vont dire, mais on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Tes raisons, c'est quoi? Ou alors, s'ils ne le disent pas, le prof va dire, mais moi, essayez d'être plus clair. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et de façon à faire exprimer les erreurs, et à les faire fonctionner au maximum. Pour ensuite poser la question, alors, comment on pourrait savoir qui a raison? Ou si vous avez raison? Et à partir de là, on rentre dans... C'est peut-être comme ça, moi, que j'aborderai la question de départ. Parce que quand on dit est-ce qu'on doit observer pour modéliser, mais on observe avec quoi? On observe avec des modèles déjà. Je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle les représentations des élèves? Ce sont des modèles. Des modèles naïfs, c'est des connaissances, donc c'est déjà modélisé. Et donc, quand l'élève se représente les choses, il se les représente avec quoi? Avec ses idées. Ses idées, c'est quoi? C'est déjà des modèles. Donc, la modélisation, il y a déjà une pré-modélisation qui est déjà faite, qu'on le veuille ou non, qui est déjà disponible. À partir de là, la question qu'on pose et le travail qu'on va commencer à faire va déjà partir, qu'on le veuille ou non, il ne partira pas de l'observation, il partira d'une modélisation qui est déjà disponible. Dans le schéma que donnait Christian Orange, je trouve qu'il y a quelque chose qui était, souvenez-vous, qui était assez intéressant. L'évolution des connaissances était donnée par une chaîne horizontale, mais il y avait cette dialectique et cet échange entre le modèle et puis la situation sans arrêt. Et je crois que c'est ça, il y a toujours, et qu'on le veuille ou non, dès l'instant où il y a une question et où cette question devient un problème, et c'est très vite un problème, c'est parce qu'il y a un désaccord apparent ou quelque chose qui, en tout cas, heurte un petit peu entre une observation ou une idée que quelqu'un d'autre que nous formule, et puis les idées qu'on a sur la question. Et là, il y a donc le modèle disponible, et comme ce modèle souvent est un peu pauvre, bien sûr, est assez pauvre, eh bien, il va falloir travailler, et la modélisation va se faire non pas à partir de rien, mais à partir des modèles existants. Et c'est par modification des modèles existants qu'on va construire des modèles plus performants, plus utiles, plus conformes au modèle scientifique, ou en tout cas un modèle scientifiquement acceptable. Observer une cellule. Comment se fait-il que les premières cellules, on les observe au XVIIe siècle et que la théorie cellulaire n'existe qu'au XIXe? Jusque-là, jusqu'au XIXe, la cellule n'existe pas. C'est juste un artefact, c'est un truc joli qu'on trouve de temps en temps. On appelle ça cellule, mais est-ce que c'est vraiment la même cellule? Claude Bernard n'utilise pas de cellules sauf à la fin de son... Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui donne sens à la cellule, c'est à partir du moment où la théorie cellulaire existe et qu'on a décidé que tout être vivant était fait de cellules et que toute cellule venait d'une cellule.
Tant qu'on n'a pas dit ça, la cellule, c'est un amusement. C'est tout, c'est rien d'autre. Donc, dire à des élèves, observer une cellule, ben, voilà. Pourquoi faire, quoi, je veux dire, sauf si, évidemment, il y a des questions qui sont liées au fonctionnement, à la théorie cellulaire, etc. Il y a eu une question par là, mais je ne sais plus. Alors moi j'aurais deux questions. D'abord une question pratique, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire un cours qui dont le but est uniquement l'apprentissage de la démarche scientifique, comme on fait maintenant, qui est un peu la mode, avec des modules qui sont déconnectés les uns des autres, dont le seul lien est finalement le fait d'utiliser cette méthode scientifique. Et puis ma deuxième question est, est-ce que la méthode scientifique, le but de l'apprentissage de la méthode scientifique, c'est uniquement pour savoir comment fonctionne la science, ou bien est-ce que ça ne doit pas être aussi lié un peu à la vie de tous les jours, que ce soit utile dans la vie de tous les jours, et dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas que les élèves apprennent aussi un peu de statistiques, et puis qu'on fasse un rapport avec, je ne sais pas, si on voulait parler des voyants, de l'astrologie, des choses comme ça, parce que sinon, moi j'ai pas l'impression qu'un élève, il retienne quoi que ce soit, même s'il a appris à faire des hypothèses, il a appris à faire des choses de cette manière-là, je n'ai pas l'impression qu'il l'utilise dans la vie de tous les jours. Il me semble que ça reste un truc, une cours de physique ou de cours de sciences qui reste complètement abstrait. C'est un vrai problème, ça, parce qu'effectivement, on sait maintenant très bien, la recherche en didactique l'a bien montré, que l'enseignement modifie très peu les conceptions. C'est-à-dire a un impact extrêmement faible sur la vie quotidienne et sur les représentations du quotidien. Pour la raison simple, c'est que si on n'est pas très attentif à ce genre de questions et si on ne met pas en place les outils qui permettent d'avancer et doucement dans cette direction-là, s'établit un contrat didactique ou de coutume dans la classe qui fait que quand on est à l'école, c'est pour apprendre, quand on est sorti de l'école, c'est pour autre chose. Et là, les élèves sont comme nous d'ailleurs, tout le monde, la personne humaine est faite de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle est dans une situation, quand elle est dans la situation, elle s'y conforme très bien, il y a des règles qui sont souvent implicites, pas forcément explicites, même pour l'enseignant, mais qui fonctionnent, et qui fonctionnent très bien, et les experts pour décoder ces règles, ce sont les élèves, beaucoup plus que les enseignants. Les élèves sont tout à fait capables de décoder d'une manière inconsciente, quelquefois, mais très efficace, les règles de fonctionnement de l'école et de la classe. Et même de la classe de monsieur Untel ou de madame Untel, et pas de celui qu'on avait l'année dernière, et pas de... etc. Et du coup, il faut être très conscient de ça déjà pour arriver à agir là-dessus. Néanmoins, on sait maintenant très bien que c'est pas parce qu'on a fait... qu'on a pris beaucoup de précautions, qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on a beaucoup perturbé les représentations des élèves. Et alors justement, s'agissant de la première question, qui vient de m'échapper, mais pourtant je l'avais en tête. Un cours fait dans le Oui, but de la... voilà, le cours fait. Alors, je vous donnerai un avis personnel, parce que là, je ne crois pas qu'il y ait de recherche vraiment sur cette question-là, en tout cas, Christian dira s'il y en a, mais moi, je n'y crois pas du tout. J'y crois pas. C'est un peu comme si on voulait apprendre à quelqu'un à faire du vélo en lui donnant un tabouret sur lequel on a mis une selle, on porte un guidon, et on lui demande de faire des choses et qu'après on pense qu'il sait faire du vélo. Alors à partir de là, vous savez bien que si vous faites un travail sur la démarche scientifique, vous allez y mettre des contenus, mais du coup, ces contenus risquent d'être un petit peu relativisés, c'est-à-dire ils sont mis au service de la démarche et non pas la démarche au service des contenus. Et ça, je dirais que c'est une approche que les didacticiens réprouvent dans la mesure justement où ce qui caractérise, alors attention, là ici je ne soulèverai peut-être pas la guerre, en France ça serait le cas, ce qui caractérise la didactique par rapport à la pédagogie, alors que le triangle est le même dans les deux cas, c'est-à-dire le maître, l'élève, les savoirs, etc., c'est l'entrée par les savoirs. C'est-à-dire que la référence du didacticien, c'est d'abord le savoir. Le but, c'est pas de faire vivre un bon moment à la classe. Le but, c'est que dans la classe, on apprenne quelque chose. Et on apprenne quelque chose qui soit un savoir. C'est-à-dire, on transforme des connaissances en savoir. On fait évoluer, comme dirait Chevalard, son rapport au savoir, vers un rapport institutionnel qui a parfaitement été fixé par l'institution.